Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Vendeur de Vérité. On se retrouve pour le volume 2 de cette formation Fiscalité immobilière. Pour ceux qui nous rejoignent, sachez qu'il existe un volume 1 qui concerne la fiscalité de la location vide et qui donc évoque les revenus fonciers avec un petit point également sur les parkings. Et donc maintenant, on va s'intéresser donc à la location meublée et ce qu'on appelle les revenus BIC, les bénéfices industriels et commerciaux. Alors, lorsque vous faites l'acquisition d'un logement et que vous souhaitez l'exploiter en location meublée, alors avant de démarrer cette exploitation, vous devez déclarer votre début d'activité donc de loueur meublé non professionnel, qu'on appelle le statut LMNP, auprès de l'administration fiscale. Pour cela, vous allez remplir un formulaire qui s'appelle le formulaire CERFA P0I que vous pouvez visualiser et donc qui correspond à une déclaration de début d'activité pour une personne physique qui exerce une activité non salariée indépendante. Vous allez ensuite le transmettre au greffe du tribunal de commerce dont dépend votre bien. Alors, en principe, cette demande, elle doit être faite dans les 15 jours qui suivent le début d'activité de votre location meublée. En retour, vous obtiendrez de l'administration un numéro de SIRET qui sera votre numéro et qui correspondra à l'immatriculation de votre activité LMNP. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce formulaire que vous allez remplir au début de votre activité, on va déjà vous demander de choisir le régime fiscal de déclaration donc de cette activité de location meublée. Vous l'aurez compris, il est donc très important de comprendre, de maîtriser les différents régimes de déclaration avec les conséquences sur votre activité avant de remplir cette déclaration et avant de vous lancer. Alors, parmi ces choix de régime fiscal, vous avez deux options. La première, c'est le régime micro BIC. Vous allez bénéficier d'un abattement forfaitaire de 50% de vos loyers annuels. Donc ça concerne les revenus annuels inférieurs à 72 600 euros. Ou soit, vous allez opter pour le régime réel de déclaration. Au régime réel, c'est très simple, vous déclarez vos charges locatives au réel avec en plus des amortissements qui constituent d'ailleurs un des nombreux intérêts du régime. Alors, pour accéder à ce régime, en principe, il faut avoir des recettes annuelles qui sont comprises entre 72 600 euros et 247 000 euros hors taxes. Rassurez-vous, ceux qui ont des revenus inférieurs à la somme de 72 600 euros et qui souhaitent rejoindre ce régime peuvent le rejoindre sur simple demande. L'option, elle est à prendre avant le 1er février de l'année fiscale qui est concernée et elle vous engage pour 2 ans. Donc on va maintenant étudier précisément le fonctionnement de ces deux régimes avec leurs conséquences fiscales. Une précision avant de commencer, donc les revenus issus de votre location meublée ne sont pas des revenus fonciers. Ils sont considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux, qu'on appelle parfois les revenus BIC ou les revenus BIC. Commençons par le régime micro-BIC. Alors, le régime du micro-BIC, c'est en fait l'imposition la plus simple pour les investisseurs en LMNP. En effet, aucun comptable ne sera nécessaire et si vous décidez donc d'opter pour ce régime fiscal, il faudra simplement reporter le montant de vos recettes locatives, donc c'est loyer avec les charges comprises, directement sur votre déclaration de revenus sur le formulaire 2042 CPRO dans la case 5ND. Et c'est en fait l'administration qui appliquera directement elle-même l'abattement forfaitaire de 50%. Donc en termes de déclaration, il n'y a pas plus simple. Concrètement, seuls 50% des loyers perçus par le loueur meublé seront imposés. Et ces 50% de recettes vont donc constituer les BIC qui seront taxables. La taxation de ces BIC, donc après abattement, elle est semblable à la taxation des revenus fonciers qu'on a vu dans le volume 1, avec un double traitement. Un traitement social, donc avec les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%, et un traitement fiscal selon votre TMI, la tranche marginale d'imposition. Donc on va illustrer ça avec un exemple. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, on avait évoqué dans le volume 1 la situation de 3 investisseurs. L'un achetait donc un bien à 150 000 euros qu'il exploitait en nu, et les deux autres, donc Cédric A et Olivier S, eux investissaient donc la même somme dans 2 exploitations différentes, une en location meublée classique à l'année et l'autre, Olivier S, avec une
colocation. Donc on va s'intéresser dans un premier temps au cas de Cédric A avec une exploitation et une déclaration au régime micro-BIC. Alors, pour rappel, il loue son appartement, donc 4 pièces, 1100 € en location meublée, charges comprises. Sa TMI, donc, elle est à 30%, et donc ses recettes locatives annuelles sont de 13 200 €. Au régime micro-BIC, donc on a dit qu'il bénéficiait d'un abattement de 50%, ce qui veut dire que seulement 50% de ses recettes, soit 6 600 €, vont être imposées. Imposé donc via les prélèvements sociaux au taux de 17,2% et également imposé à la TMI. Donc on avait dit la TMI était à 30%. Et donc l'imposition va être de 3 115 €, donc incluant 1 135 € de CSG CRDS et 1 980 € de TMI. Ce qui veut dire qu'avec ce régime, Cédric A aurait à payer la somme donc de 3 115 € d'impôts. Alors, il faudra également faire attention à ce que ces revenus locatifs ne le fassent pas changer de tranche en s'ajoutant à ces autres revenus, même si on sait que le barème d'impôt il est progressif, ça impactera un petit peu ces impôts sur la partie concernée par le changement de classe. Évidemment, si Cédric avait une TMI donc de 11%, c'est la tranche plus basse à partir de 2020, évidemment, ces impôts seraient moindres. Là, pour notre exemple, on prend une tranche moyenne de 30%. Alors maintenant, calculons donc le cash flow net après impôt. On sait que donc les recettes locatives sont donc de 13 200 €. On va donc soustraire les dépenses annuelles. Donc les dépenses annuelles, on les avait évoquées dans le volume 1. Et pour ceux qui nous rejoignent, il y avait en fait 9 000 € de crédit, 600 € de taxes foncières, 700 € de charges de copropriété, 200 € d'assurance PNO, donc propriétaire non occupant, et 500 € de CFE, la cotisation foncière des entreprises. Au régime micro-BIC, on n'a pas besoin de comptable, donc on ne rajoutera pas les frais de comptabilité. Autrement dit, le cash flow avant impôt, c'est donc les recettes moins les dépenses. Donc ça fait 13 200 € moins 11 000 € de dépenses. Donc on est sur un cash flow avant impôt de 2 200 € par an. Maintenant, on va soustraire donc l'impôt de 3 115 € pour obtenir un cash flow net d'impôt. Et donc là, on se retrouve avec un cash flow négatif de moins 915 €, ce qui représente environ 77 € par mois après impôt à rajouter donc chaque mois. Et ce, malgré une rentabilité de 8,15% brut. Alors effectivement, c'est déjà plus intéressant que la situation de l'OXC, donc on a étudié dans le volume 1, qui lui investissait en location nue et qui lui devait rajouter de sa poche plus de 160 € par mois. Néanmoins, on verra justement qu'avec le régime réel, les résultats sont bien différents. Maintenant, on va étudier le cas donc de Olivier S, toujours au régime micro-BIC. Donc on étudie ces deux cas au régime micro-BIC et ensuite on va comparer avec le régime réel. Donc pour Olivier S, la TMI c'est pareil, c'est 30%, l'achat c'est le même prix. Et pour rappel, donc, il loue donc, ces 3 chambres au prix de 500 €, donc ça lui fait 1 500 € par mois, ça lui fait donc 18 000 € de recettes locatives par an. Alors pour tous les exemples qu'on évoque pendant cette formation, évidemment, on considère qu'il n'y a pas de vacances locatives. Le but c'est de comparer, donc les constantes sont les mêmes, que ce soit pour Loïc, Olivier et Cédric, quel que soit le régime, il n'y a pas de vacances locatives, c'est ça qui va permettre justement d'identifier les différences. Donc au régime micro-BIC, on a un abattement de 50%, donc seulement 50% des recettes d'Olivier vont être imposées. Donc ça veut dire que 9 000 € vont être imposés. Donc au régime micro-BIC, c'est pareil, ces 9 000 € vont avoir donc un double traitement, un traitement social à 17,2, donc prélèvements sociaux, et un traitement fiscal avec la TMI avec 30%. L'imposition, vous pouvez le voir, ça va lui coûter 4 242 € par an. Le cash flow pour Olivier, on part du principe qu'il a les mêmes dépenses que Cédric. On avait fait ce postulat-là au départ. Et donc, son cash flow net avant impôt, il est de 18 000 € moins les 11 000 € de dépenses, donc de 7 000 €. Donc, son cash flow avant impôt est de 7 000 €. Et donc, après impôt, on va soustraire les 4 248 impôts qui ont été donc appliqués sur ces revenus locatifs. Et on va obtenir la somme de 2 752 €, ce qui représente environ 230 € de cash flow positif par mois après impôt. Donc avec une stratégie, on va dire, d'hyper-rentabilité, donc la colocation,
En étant au régime micro-BIC, on a déjà un cash flow positif et qui sera constant puisque l'abattement il ne dépend pas des dépenses, etc. L'abattement est le même pendant toute la durée d'exploitation. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer ces résultats, donc d'imposition et de cash flow, donc de ces deux investisseurs, eh bien avec un autre choix de régime de déclaration, à savoir le régime réel simplifié. Alors, au régime réel simplifié, ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue fiscal, votre activité de loueur meublé non professionnel, elle est considérée en quelque sorte comme une activité commerciale. Par conséquent, en utilisant ce régime réel, eh bien, votre activité LMNP, elle va être soumise en quelque sorte aux mêmes règles qu'une entreprise. Donc, à ce régime réel simplifié, vous ne bénéficiez pas d'un abattement de 50%. En revanche, eh bien, ce régime va vous permettre de procéder à différents amortissements et déductions de charges. Alors, qu'est-ce qu'un amortissement? Un amortissement, en fait, c'est une notion comptable, hein. Il ne s'agit pas de flux financier réel qui va vous permettre de lisser l'impact d'un investissement ou bien, et c'est notre cas, d'une dépréciation de la valeur d'un actif sur plusieurs années. Même si habituellement un bien immobilier il prend de la valeur avec les années, eh bien, on va dire que fiscalement, on va considérer, enfin l'administration va considérer que votre bien, votre outil d'exploitation va subir une dépréciation de valeur. Et donc, vous pourrez lisser cette dépréciation eh bien, au fur et à mesure des années d'exploitation. Alors, avant de bien détailler les amortissements, on va d'abord s'intéresser donc aux charges. Et donc aux charges déductibles. On va vous donner une liste, hein, c'est une liste qui est non exhaustive, mais des charges les plus courantes que vous allez pouvoir déduire. Alors vous allez pouvoir déduire les primes d'assurance, donc type PNO, donc propriétaire non occupant, les assurances bien garantie loyer impayé si vous passez par une garantie loyer impayé, l'assurance emprunteur si vous faites appel à un crédit pour pouvoir financer votre bien. Vous avez également la possibilité de déduire eh bien, les charges de copropriété. Vous allez pouvoir déduire eh bien, les frais d'entretien, les petites réparations, l'achat de petites fournitures, de petits matériels qui ont une valeur inférieure à 500 euros. Vous allez pouvoir déduire, si vous êtes en location courte durée, alors ça on le développera un peu plus tard, mais les frais de consommation type de l'eau, d'électricité ou l'Internet, Netflix, etc. Ça, vous allez pouvoir le déduire. Vous allez également pouvoir déduire les frais de gestion locative. Si vous confiez la gestion de votre bien à une agence, eh bien, vous allez pouvoir déduire tous ces frais de gestion. Si vous êtes en location courte durée, eh bien, vous pourrez déduire les frais donc, de délégation, d'automatisation, type frais de conciergerie, channel manager. Vous pourrez également déduire les indemnités kilométriques avec système d'IKV, donc si vous faites les entrées et les sorties, etc. Enfin, voilà, il y a d'autres frais à déduire, notamment en location courte durée. Vous allez pouvoir également déduire, et ça c'est un gros pôle de déduction, les intérêts d'emprunt de votre crédit. Si vous faites un crédit pour l'acquisition de votre bien, eh bien vous allez pouvoir déduire les intérêts d'emprunt. C'est un gros pôle parce que ça correspond entre 25, 30, parfois un peu plus de votre mensualité. Donc ça représente quand même un gros pôle de déduction. De la même façon, vous allez également pouvoir déduire les frais de garantie, donc qui sont liés à votre crédit immobilier, ainsi que les frais de dossier. Vous allez également pouvoir déduire eh bien, les taxes, notamment la taxe foncière, la CFE, donc c'est la cotisation foncière des entreprises. Vous allez donc pouvoir les déduire. Si jamais vous avez des litiges avec des locataires et que vous utilisez les services d'un avocat, eh bien, vous pourrez déduire tous ces frais de procédure. Alors, en optant pour le régime réel, eh bien, il est fortement conseillé, même recommandé, eh bien, de s'offrir les services d'un comptable, notamment pour l'émission, le remplissage et la transmission de l'alias fiscal. Alors l'alias fiscal, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la série de formulaires qui va être transmise donc aux services fiscaux pour déclarer vos revenus via ce régime réel. On va développer cette alias fiscale donc à la fin de ce volume en vous donnant eh bien, des indications, une aide pour pouvoir la remplir si toutefois vous souhaitiez ne pas passer par un comptable. Alors, des comptables en ligne, il y en a dont les tarifs oscillent entre 250 et 500-600 euros par an. Et il est également conseillé eh bien, d'effectuer une adhésion à un CGA. Un CGA, qu'est-ce que c'est? C'est un centre de gestion agréé et qui vous apportera eh bien, une aide dans votre gestion, des avantages fiscaux et également une prévention fiscale. L'adhésion, elle coûte environ 120 euros par an. Donc,
cette adhésion plus les services d'un comptable en ligne, on va dire que grosso modo, pour 500 € par an, eh bien, vous avez ces services pour vous. Donc ces frais de comptabilité vont être déductibles au régime réel, donc partie des charges déductibles. Et donc avec l'adhésion à donc ce CGA, eh bien, vous pourrez obtenir une réduction d'impôt de 2/3 du montant des frais de comptabilité. Tous les détails donc de cette réduction d'impôt et des conditions pour bénéficier de cette réduction d'impôt et ce que ça implique ensuite pour la déduction des charges des frais de comptabilité, eh bien, vous trouverez ces détails dans le PDF. Revenons à nos déductions. Je vais vous parler maintenant des frais de notaire et des frais d'agence. En fait, ces frais, eh bien, vous avez deux options. Soit vous allez pouvoir les passer en charge, ça veut dire que la première année de votre exploitation, de votre déclaration au réel, eh bien, vous allez les déclarer eh bien, en charge, ce qui va dans la plupart des cas eh bien, créer un déficit. Ou bien vous allez pouvoir les amortir en venant majorer le prix d'achat qui sera amortissable. On le verra donc avec les amortissements. Eh bien, vous allez majorer ce prix d'achat eh bien, des frais de notaire et des frais d'agence. Et par conséquent, vous amortirez une partie plus importante chaque année. Alors, il n'y a pas véritablement de meilleure solution. C'est vrai que de les passer en charge, eh ben, ça va vous créer tout de suite un déficit qui est reportable. Maintenant, si vous passez en LMP, donc ça on le verra tout à l'heure, eh bien, vous perdrez eh bien, ces déficits liés aux charges. Ils resteront dans une sorte de cagnotte pendant 10 ans si toutefois vous revenez ensuite au statut de loueur meublé non professionnel. Si maintenant vous les passez en amortissement et qui donc viennent majorer le prix d'achat, eh bien, en passant en LMP, eh bien, vous amortirez toujours le même montant. Néanmoins, il faudra faire attention à un point, et qui sera développé d'ailleurs dans le volume 3 sur la taxation des plus-values. Eh bien, c'est qu'en venant majorer votre prix d'achat, eh bien, sur la taxation de votre plus-value en cas de revente en location meublée professionnelle, eh bien, cette plus-value qu'on appelle à court terme, on développera tout ça un peu plus tard, eh bien, sera impactée par les cotisations sociales. Concernant nos exemples, on a décidé de les passer en charge pour créer un déficit et puis voir justement l'impact sur l'imposition. Maintenant, on va parler donc des dépenses amortissables. Alors, qu'est-ce que c'est les dépenses amortissables? Eh bien, ce sont les dépenses importantes qui sont supérieures à 500 € que vous engagez sur une année civile et qui vont être amorties sur plusieurs années. La condition, en fait, c'est que la durée de vie des éléments concernés par ces frais eh bien, dépasse une année. Si c'est le cas, on va donc les amortir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque type de dépense a sa propre durée d'amortissement spécifique, qui correspond globalement à sa durée d'usage. Alors, rassurez-vous, ce sera donc votre comptable qui se chargera de ventiler chaque dépense. Je vous donne toutefois un exemple. Vous achetez un canapé 1500 €. D'un point de vue comptable, on considère qu'il va s'amortir sur 5 ans. Donc, vous allez l'amortir sur 5 ans à raison de 300 € de déduction donc liée à ce canapé pendant 5 ans. En revanche, si vous prenez des travaux de peinture, par exemple, d'un montant de 2000 €, ils vont s'amortir, eux, sur 10 ans. Donc, vous allez amortir 200 € par an pendant ces 10 ans. En fait, selon la nature des travaux, la durée d'amortissement, elle diffère. Mais en moyenne, on va dire que les travaux s'amortissent sur une durée moyenne de 10 ans. Et les frais d'aménagement, d'équipement mobilier entre 5 et 10 ans. Donc, comme on l'a vu précédemment, on a dit donc que l'amortissement, c'est une dépréciation comptable et qui va donc s'imputer sur vos loyers comme une dépense fictive chaque année. Dépense fictive puisque vous n'allez pas réellement la décaisser. Elle va simplement s'imputer au revenu et venir diminuer votre base imposable. Et c'est d'ailleurs l'une des spécificités principales de ce régime, c'est-à-dire que vous allez pouvoir amortir votre actif en plus d'amortir vos grosses dépenses. Et je précise que tout comme l'amortissement des grosses dépenses, eh bien, l'amortissement de votre bien, qui est, de facto est inscrit d'ailleurs à l'actif de votre bilan de loueur meublé, eh bien, il doit être géré par votre comptable. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il répond à des règles comptables précises, notamment sur la décomposition de l'actif immobilier en différentes composantes. Composantes qui ont chacune une durée d'amortissement propre.
Par exemple, ce sont des exemples, un gros œuvre s'amortit sur une durée entre 50 et 80 ans, le second œuvre extérieur sur une durée de 12 à 15 ans, les finitions entre 12 et 5 ans, la toiture de 20 à 25 ans. Voilà. Chaque composante a une durée d'amortissement différente et votre comptable, il va ventiler tout ça et il va déduire chaque année un montant d'amortissement. Alors il y a un point très important, c'est que vous n'allez déduire que 80% environ de la valeur du bien, et ce sur une durée indicative de 30 ans. Alors pourquoi 85% seulement? Eh bien en fait c'est le taux qui est habituellement retenu comme la valeur du bien. On considère que les 15% restants, c'est la valeur du terrain, et ce terrain n'est pas amortissable. On considère qu'il n'y a pas de dépréciation du terrain. Et je précise que même si le bien que vous louez se trouve dans une copropriété, dans un immeuble, dans un appartement, etc., on va considérer quand même, on va enlever donc 15% de valeur du terrain. Alors, il y a des régions, notamment proches de l'Île-de-France, où la valeur du terrain est supérieure. Mais en moyenne, on considère qu'on enlève environ 15%. Voilà, de toute façon, selon la région où vous êtes, ce sera le comptable qui appliquera le taux le plus adéquat. Alors, concernant les 30 ans d'amortissement, alors cette durée, elle est également donnée à titre indicatif. Votre comptable, il va effectuer en réalité une décomposition par composante avec, on l'a dit, donc chaque composante qui a sa propre durée d'amortissement. Sachez toutefois qu'amortir votre bien sur une durée inférieure à 30 ans, type 25 ans ou 20 ans comme je l'ai lu parfois, ça peut présenter évidemment un intérêt comptable, mais c'est très risqué vis-à-vis du fisc. Voilà, maintenant on va illustrer tous ces éléments théoriques avec des exemples de cas pratiques. Et pour cela, on va donc revenir à nos deux exemples d'investisseurs en location meublée, donc Cédric A et Olivier S. Et maintenant, on va donc passer leurs revenus locatifs au régime réel simplifié pour voir les différences. Donc cette fois-ci, nos deux investisseurs vont faire appel à un comptable. Et donc on a évalué les dépenses de comptabilité, de frais de comptabilité à 500 € par an. Donc leur dépense à ces deux investisseurs sera de 11 500 €. Et donc vu que les charges et les amortissements vont être les mêmes, je vous ai mis un tableau qui va récapituler toutes les charges et les déductions liées aux amortissements. Et donc concernant l'amortissement du prix du bien, donc sur une durée de 30 ans, ça nous donne un chiffre de 4 250 € par an. Le calcul, il est simple, vous faites 150 000 €, donc le prix d'achat, fois donc 0,85, donc c'est 85%, donc c'est le prix d'achat hors terrain, que vous allez diviser par 30, donc sur 30 ans. Et donc ça va vous donner la somme donc de 4 250 € par an que vous allez pouvoir déduire au titre de l'amortissement du prix du bien. Ensuite, nos deux investisseurs, on l'a dit tout à l'heure, font passer donc leurs frais de notaire en charge, ils n'ont pas d'amortissement, donc ils vont être déduits la première année. Le montant des frais notaires, il est de 12 000 €. Les frais d'agence, il n'y en a pas puisqu'ils sont passés en direct propriétaire, on l'avait dit donc dans le volume 1. Les travaux, donc il y a 10 000 € de travaux qui vont être amortis sur 10 ans. Donc 1 000 € par an. Le mobilier, donc il est de 8 000 € et ils vont pouvoir également le déduire sur 10 ans, donc à raison de 800 € par mois. La taxe foncière, on l'a dit, 600 €, donc chaque année déductible. 700 € de charges de copropriété, pareil, déductible chaque année. L'assurance PNO, donc propriétaire non occupant, donc 200 € par an. La CFE, la cotisation foncière des entreprises, 500 € par an. Les frais de comptable, on l'a dit, donc 500 € par mois qu'on prendra en déduction. Et les intérêts d'emprunt et l'assurance emprunteur, donc qui représente environ 30% de la mensualité, ça s'élève chaque année à 2 700 €. Concernant donc la garantie loyer impayé, on a dit que, comme pour l'OXC dans le volume 1, Olivier et Cédric prennent des garants, donc pas de garantie loyer impayé. Et enfin, les frais de garantie et les frais de dossier, on va les prendre en charge. Ils sont de 2 000 €, donc la première année, on déduira 2 000 €. Donc ce tableau, il est commun à nos deux investisseurs. On va commencer maintenant par étudier l'imposition de Cédric A à ce régime réel. Alors rappelons que son cash flow net avant impôt, il est de 1 700 €. Il résulte de la différence entre donc ses recettes de 13 200
€, donc avec ses loyers à 1 100 € par mois, charges comprises, et ses dépenses donc de 11 500 € qui inclut cette fois-ci donc les frais de comptabilité à hauteur de 500 €. La première année, en optant donc pour le régime réel simplifié, eh bien, le montant total de ces déductions, on l'a vu dans le tableau, serait au total donc de 25 250 €. On va décomposer d'un côté les amortissements et de l'autre côté les charges. Alors pourquoi on sépare en fait les charges et les amortissements? C'est parce qu'en fait, en LMNP, au régime réel, les amortissements ne peuvent pas générer de déficit. Et donc, si vous voulez, en séparant d'un côté les charges et les amortissements, eh bien, ça va pouvoir nous permettre d'identifier le plafond d'amortissement qui sera retenu. Ce plafond, eh bien, c'est très simple, c'est la différence entre les recettes locatives et les charges déductibles. Dans notre cas, donc, si on décompose donc, les déductions, donc, il y aurait 6 050 € d'amortissement et 19 200 € de charges. Avec les 13 200 € de recettes annuelles donc de Cédric, si on enlève ne serait-ce que les charges, on est déjà sur un déficit. Donc les amortissements en totalité seront reportés à l'année 2 d'exploitation. De la même manière, le déficit créé par les charges sera également reporté à l'année 2. Concrètement, là pour Cédric, on aurait donc 6 000 € de déficit de charges qui seraient reportés, ainsi que donc les 6 050 € d'amortissement qui n'ont pas été déduits sur les revenus puisqu'ils auraient créé du déficit. Donc par conséquent, Cédric A ne paiera aucun impôt sur ses revenus locatifs la première année. Son cash flow net après impôt sera le même qu'avant impôt puisque l'impôt est nul et donc il sera de 1 700 € par an, soit 141 € par mois. Pour info, au micro BIC, il était de moins 77 €. Maintenant, pour avoir une idée précise des conséquences d'un choix de régime fiscal, il faut projeter ces résultats sur 10 ans. Alors, concernant donc Cédric, avec le déficit de charges reportables ainsi que les amortissements donc, qui vont être reportés, il ne va pas payer d'impôt jusqu'à l'année 8. Donc jusqu'à l'année 8, son cash flow net sera de 141 € par mois et il ne paiera pas d'impôt lié à ses revenus locatifs. Au bout de 8 ans, il aura consommé ses reports de charges et ses amortissements. Et par conséquent, il va commencer à payer des impôts. Donc la 8e année, il va payer 755 € d'impôts et son cash flow net annuel après impôt sera de 78 € par mois. Donc il est quasiment divisé par 2. L'année 9 et l'année 10, son imposition sera de 1 950 € et donc son cash flow net sera de 65 € par mois. Alors à partir de la 10e année, les amortissements liés aux travaux et au mobilier arriveront à leur terme. Donc à défaut d'effectuer de nouvelles dépenses de travaux dont la nature permet de les amortir ou de mobilier, d'équipement, etc., Cédric se verra contraint de payer des impôts plus conséquents. Donc en conclusion, pour le cas de Cédric, on se rend compte en fait qu'au régime réel, Cédric A ne paiera pas d'impôt pendant 7 ans et se versera entre 141 et 65 € de cash flow mensuel jusqu'à la 10e année. Pour rappel, s'il optait pour le régime micro BIC, il aurait rajouté 77 € par mois de sa poche dès la première année. Le gain pour Cédric A, donc en choisissant ce régime fiscal de déclaration, sur 10 ans, il s'élève à 23 555 € de trésorerie en plus. D'un côté, il gagne 14 405 € de cash flow et dans le même temps, il ne perd pas, entre guillemets, les 9 150 € qu'il aurait dû rajouter chaque mois pendant 10 ans. Ça aurait fait 9 150 € en optant pour le régime micro BIC. Donc vous voyez qu'un simple choix de régime de déclaration, ça crée des énormes différences qui se comptent en plusieurs dizaines de milliers d'euros. L'exploitation pour Cédric A, c'est exactement la même. Il loue le même bien, au même prix, au même loyer, avec les mêmes charges. C'est seulement son régime, son choix de régime fiscal qui diffère. Et ce choix, ça va créer quasiment 24 000 € d'écart de trésorerie. Alors, chaque exemple est différent. Là, j'ai pris un exemple quand même réaliste et vous voyez donc les grandes différences, les grandes conséquences d'un choix de régime fiscal.
Maintenant, on va s'intéresser donc à l'autre cas, l'autre investisseur, donc Olivier S, qui lui donc exploite son logement en colocation, donc avec des recettes plus importantes puisqu'elles sont de 18 000 euros par an. Les charges déductibles et les amortissements eh bien, sont les mêmes que Cédric, donc le même tableau qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, on va pouvoir s'intéresser maintenant à son imposition. Donc le montant des déductions, donc on l'a dit, c'est le même, donc c'est 25 250 euros, qui va se décomposer également donc, en amortissement et en charge, donc 6 050 euros d'amortissement et 19 200 euros de charge. Donc la première année, eh bien, le montant des charges, donc de 19 200 euros, suffit à lui-même à créer du déficit. Donc les amortissements eh bien, seront reportés à l'année 2 et les 1 200 euros de déficit dus aux charges sera également reporté. Ce qui fait donc pour l'année 2 un report de 1 200 euros de charges et de 6 050 euros d'amortissement. Donc vu qu'il est en déficit, eh bien, la première année, il ne paiera aucun impôt lié à sa colocation, à ses revenus locatifs. Et son cash flow donc, sera de 6 500 euros par an, soit 541 euros par mois. Alors son cash flow, eh bien, c'est la différence entre ses recettes, 18 000 euros, et ses dépenses annuelles, 11 500 euros. Donc son cash flow avant impôt, il est de 6 500 euros. Après impôt, avec un impôt nul, il est également de 6 500 euros, soit 541 euros de cash flow net par mois. On va continuer les projections donc, de l'imposition et du cash flow sur les autres années, en sachant que le montant des amortissements et des charges déductibles, il va se réduire. Pourquoi ? Parce que les frais de notaire, les frais de garantie et les frais de dossier ont été déjà déduits la première année. Ce qui veut dire qu'à partir de l'année 2, les déductions, elles vont s'élever à 11 250 euros. La somme des amortissements, c'est la même, c'est toujours 6 050 euros. En revanche, le montant des charges déductibles, il est de 5 200 euros par an. Globalement, ce montant donc, de 11 250 euros donc de déduction, c'est ce qui va être déduit chaque année jusqu'à l'année 10 et jusqu'à la fin de durée des amortissements, des travaux et du mobilier. Alors, l'année 2 d'exploitation pour Olivier, alors même si on ne peut plus déduire les frais de notaire ni les frais de garantie et de dossier, on avait un report, un déficit de charge et également un report d'amortissement. Donc, les BIC taxables seront toujours en déficit. On aura un déficit de 500 euros qui sera reportable puisqu'il est dû aux charges. Et donc, pas d'imposition et un cash flow net après impôt de 541 euros par mois. Mais on l'a vu, le déficit, il est beaucoup plus faible que la première année. Donc, on va étudier maintenant l'année 3. Alors, l'année 3, on a consommé le déficit de charge, les amortissements. Et donc, on a un montant de BIC taxable de 6 250 euros. Ce montant, donc, il va connaître deux traitements, un traitement fiscal à la TMI à 30% et un traitement social avec les prélèvements sociaux à 17,2%. La conséquence pour Olivier, c'est donc le paiement d'un impôt donc lié à ses revenus locatifs d'un montant de 2 950 euros. Et la conséquence pour son cash flow, elle va être assez impactante puisque environ 45% de son cash flow va être amputé par cet impôt. Et le cash flow donc, net après impôt va être réduit à 295 euros par mois. À partir de l'année 4 d'imposition, on n'a plus de report de déficit, plus d'amortissement. Et donc, on aura un BIC taxable qui sera de 6 750 euros et donc qui obligera Olivier à s'acquitter d'un impôt de 3 186 euros et un cash flow net annuel qui sera de 3 314 euros, soit 276 euros par mois. Alors, on peut considérer que c'est le cash flow qui sera identique jusqu'à l'année 10, alors, sauf évidemment travaux, frais d'entretien, etc. Mais en moyenne, on peut considérer que c'est le cash flow que va toucher donc Olivier jusqu'à l'année 10. Comme pour Cédric, après l'année 10, donc, on arrivera à la fin de la durée d'amortissement des travaux et du mobilier, donc l'imposition augmentera et le cash flow baissera. Pour rappel, le cash flow net au régime micro-BIC, donc avec l'abattement de 50% pour Olivier, il était de 230 euros par mois. Donc si après l'année 10, le cash flow net venait à réduire et se rapprocher du cash flow au micro-BIC, il serait plus pratique pour Olivier de retourner à l'option du régime micro-BIC, si toutefois c'est possible au vu de ses revenus, de toutes ses locations.
Alors, en conclusion, ce qu'on peut remarquer, c'est que le régime réel, dans ce cas-là, il est également bien plus intéressant, même si les différences sont plus importantes les 2 premières années. Les différences sont moins, importantes que dans l'exemple de Cédric. Pourquoi? Bah, parce que, Cédric, lui, était, en déficit, c'est-à-dire qu'il devait rajouter de sa poche, chaque mois de l'argent donc au micro BIC, alors que Olivier était déjà, lui, en, cash flow, positif avec 230 € de cash flow par mois. Néanmoins, on constate sur 10 ans, eh bien, un écart de trésorerie, d'un montant de 12 228 €, donc, pour, Olivier en choisissant ce régime fiscal, donc régime réel. Ce qu'on peut constater également, c'est que dès lors qu'on utilise une stratégie d'exploitation d'hyper-rentabilité, type colocation ou location courte durée, eh bien, il est particulièrement difficile d'avoir un zéro impôt sur 10 ans, comme beaucoup de coachs le prétendent. Là, dans cet exemple, qui est quand même un exemple réaliste, on ne paie pas d'impôt pendant 2 ans. Et ensuite, à partir de la 3e année, on en paie. D'où l'importance de toujours réaliser des projections fiscales sur au moins 10 ans. Évidemment, l'opération d'Olivier, eh bien, elle est tout à fait positive, puisque sur 10 ans, si on lisse le cash flow, eh bien, il serait de 330 €, soit environ 100 € de plus qu'au régime micro BIC. Simplement, même avec ce cash flow positif, il lui sera particulièrement difficile d'être libre financièrement avec 2 ou 3 colocations, comme certains coachs aiment nous le vendre. En tout cas, avec ces exemples, vous pouvez identifier rapidement et que bien souvent, le régime réel est bien plus intéressant que le régime micro BIC. Alors, tout va dépendre de votre type d'exploitation, mais là, avec les 3 cas d'investisseurs qu'on a vus, donc avec Loïc C dans le premier volume et donc Cédric A et Olivier S dans ce second volume, vous pouvez identifier que la façon dont on va investir ces 150 000 €, c'était l'exemple qui était pris, eh bien, selon le type d'exploitation et selon le régime de déclaration, eh bien, ça ne va pas avoir les mêmes conséquences dans vos résultats et dans votre vie d'investisseur. Là, si on va un peu plus loin dans la comparaison et qu'on compare la situation de Loïc C et de Cédric A, avec la même somme allouée à l'achat, avec la même mensualité de crédit et quasiment les mêmes charges, eh bien, dans le cas de Loïc C, donc, lui, il faudra qu'il rajoute de sa poche environ 15 000 € donc, sur 10 ans. Sur 10 ans, Cédric, lui, eh bien, il va gagner 14 405 € de cash flow, grâce donc à son choix d'exploitation en meublé, mais surtout grâce à ce choix de régime fiscal au réel. Donc une énorme différence, je le répète, pour un même investissement. Donc soyez vraiment vigilants à votre choix d'exploitation et surtout au choix de régime fiscal que vous allez effectuer. On va maintenant aborder le sujet du statut LMP. Alors, le statut LMP, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le statut de loueur meublé professionnel. Si vous décidez de multiplier vos investissements immobiliers meublés, vous devez vraiment vous intéresser aux conditions de basculement vers ce statut LMP. Désormais, pour être qualifié donc comme loueur meublé professionnel, il n'y a plus que 2 conditions qui doivent être remplies. En effet, depuis la loi de finances 2020, la condition qui était l'inscription au RCS, donc le registre du commerce et des sociétés, qui était donc auparavant nécessaire pour être LMP, elle a été supprimée. Et donc, il n'existe plus que 2 conditions qui doivent être réunies pour basculer en LMP. Ces conditions, les voici. Alors, la première, c'est que les recettes annuelles qui sont retirées de votre activité, donc c'est le total des loyers TTC avec les charges comprises, et donc reçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal, elles doivent dépasser 23 000 € sur l'année civile. La deuxième condition, c'est que ces recettes, elles doivent être supérieures au montant total des autres revenus d'activité du foyer fiscal. Alors, quand on parle de revenus d'activité, les revenus d'activité qui sont pris en compte par l'administration fiscale, ce sont ceux donc, du foyer et qui vont comprendre les traitements et salaires, donc, y compris les pensions et les rentes viagères, les BIC autres que ceux qui sont issus de la location meublée, les bénéfices agricoles, les BNC, donc les bénéfices non commerciaux, et également les revenus des gérants. J'insiste, les revenus fonciers, donc par exemple la location nue, ils ne font pas partie des revenus d'activité. Donc ils ne vont pas venir gonfler, si je puis dire, vos revenus d'activité de votre foyer fiscal. Autrement dit, pour être LMP,
si vos recettes locatives dépassent 23 000 euros et qu'elles dépassent vos revenus d'activité, eh bien vous serez requalifié, si je puis dire, LMP. On va voir ensemble maintenant les conséquences d'un basculement au statut LMP. Donc concrètement, on est toujours sur des BIC, des bénéfices industriels et commerciaux, qui vont connaître, de la même façon que le LMNP, deux traitements. Un traitement fiscal, donc selon votre TMI, et un traitement social. Et là, c'est là la différence. C'est qu'au statut LMNP, votre traitement social, il se fait donc via les prélèvements sociaux à 17,2%. Alors, lorsque l'on est loueur meublé professionnel, eh bien, on est assujetti aux cotisations sociales SSI. Donc, le SSI, c'est quoi? C'est la sécurité sociale des indépendants. Et le taux de ce SSI, eh bien, il est environ de 45% de vos bénéfices, donc jusqu'à un plafond. Le plafond passe, le plafond de la sécurité sociale qui est en 2020 de 41 136 euros. Et puis, après ce plafond, eh bien, de 28% des bénéfices restants. Sachez toutefois que les cotisations SSI seront déduites des BIC taxables pour le traitement fiscal. Donc pour résumer, lorsqu'on est loueur meublé professionnel, le traitement social de ces BIC, il n'est plus donc soumis aux prélèvements sociaux, mais aux cotisations sociales. Le taux, c'est 45%, donc jusqu'au PAS. En revanche, le traitement fiscal de ces BIC taxables, il sera amputé, on va dire, des cotisations sociales versées. Alors, pour rappel, le SSI s'applique sur les bénéfices, pas sur les recettes. Donc, si vous arrivez à créer du déficit, ça n'aura pas véritablement d'impact financier pour vous. Alors, je tiens à rajouter et à préciser autre chose, c'est que donc j'ai dit tout à l'heure que la condition d'inscription au RCS avait été supprimée et que, par conséquent, on basculait LMP avec deux conditions. Pour autant, le régime de la sécurité sociale, donc l'article L611.1 du Code de la sécurité sociale, donc c'est l'article qui précise les critères d'affiliation à la SSI, lui n'a toujours pas été modifié à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Donc les LMNP qui respectent seulement deux conditions et qui deviennent LMP ne sont pas encore officiellement LMP au sens social du terme. Donc il est fort probable que cet article du régime de la sécurité sociale soit mis à jour et que par conséquent, les LMNP de conditions, si on peut les appeler comme ça, basculent également au sens social du terme en LMP et donc doivent s'acquitter du SSI. Alors voyons maintenant les autres conséquences et les différences entre ces deux statuts. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce tableau, donc les conditions d'accès, donc pour le LMNP, donc il n'y en a pas, et pour le LMP, donc on l'a dit, c'est des revenus qui sont supérieurs à 23 000 euros et qui sont également supérieurs aux revenus d'activité du foyer fiscal. Concernant les déductions et les amortissements au régime réel simplifié, donc c'est possible et applicable aux deux statuts. Le traitement social des BIC, on vient d'en parler, donc CSG-CRDS pour le LMNP et SSI pour le LMP. L'imputation des déficits hors amortissement, alors elle est donc évidemment possible, on l'a vu donc au statut LMNP, et les déficits s'imputent sur les revenus de même nature, donc sur les loyers, les revenus locatifs pendant 10 ans. Au statut LMP, cette imputation des déficits, donc hors amortissement, je précise, donc via par exemple les charges, elle est imputable cette fois-ci sur les revenus globaux. Donc un petit peu comme les revenus fonciers. Concernant maintenant la plus-value à la revente, alors c'est un élément qu'il faut prendre en compte puisque vous serez amené tôt ou tard à revendre votre investissement. En LMNP, on est sur la plus-value des particuliers, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de réintégration des amortissements déduits. Alors qu'en LMP, on est sur la plus-value des professionnels. Vous êtes, je rappelle, loueur meublé professionnel. Donc la taxation sur la plus-value, vous serez exonéré si l'activité est exercée depuis plus de 5 ans, ou si le chiffre d'affaires, je dis bien le chiffre d'affaires réalisé, donc généralement ils prennent une moyenne des 2 dernières années, il est inférieur à 90 000 euros hors taxe. Si ce chiffre d'affaires est situé entre 90 000 et 126 000 euros, l'exonération sera partielle. En revanche, vos amortissements qui ont été déduits, ils vont être réintégrés dans le calcul de la plus-value, et notamment de la plus-value court terme. On développera tout ça dans le volume 3 et donc cette plus-value sera d'ailleurs soumise au SSI. Un dernier élément de comparaison, c'est la prise en compte ou non dans le patrimoine pour le calcul de l'IFI, donc c'est l'impôt sur la fortune immobilière.
Alors en LMNP, c'est pris en compte, donc ça fera partie de votre patrimoine donc, pour le calcul de l'impôt sur la fortune immobilière. En revanche, pour le statut LMP, c'est exclu, mais c'est exclu sur certaines conditions. Donc ces conditions, il y en a deux. Donc pour être exonéré de l'IFI en LMP, en fait, le bénéfice de l'activité, donc à savoir les revenus nets fiscaux tirés de l'activité, eh bien, ils devront être positifs. Ils devraient être positifs et ils devront également être supérieurs aux autres revenus du foyer. Donc, dans les faits, cette double condition, eh bien, elle va limiter très fortement l'accès à l'exonération d'IFI. Elle signifie très clairement que si l'activité de location meublée est déficitaire ou juste à l'équilibre, il ne peut y avoir d'exonération. Or, on rappelle que l'objectif d'un investisseur, c'est précisément de limiter le bénéfice de sa location meublée pour payer le moins d'impôts possible. Donc cette exonération, elle va surtout concerner les foyers qui ont réalisé des acquisitions meublées depuis de nombreuses années et qui se trouvent en fin de période d'amortissement. On va maintenant s'intéresser aux spécificités de la location courte durée, qui est un autre type d'exploitation de location meublée. Pour rappel, on a réalisé une formation donc, qui est gratuite et qui est plutôt complète sur cette chaîne, qui dure un peu moins de 2 heures. Et donc, nous, on va s'intéresser je dirais, au volet fiscal de la location courte durée. Alors concrètement, en location courte durée, vos revenus sont également considérés comme des BIC, donc des bénéfices industriels et commerciaux. Et vous allez pouvoir déclarer ces revenus soit au régime forfaitaire, donc micro-BIC, avec donc un abattement de 50%. La condition, c'est que vos recettes ne dépassent pas la somme de 72 600 euros par an. Donc ça, c'est les chiffres en 2020. Avant, c'était 70 000. Ou bien soit au régime réel. Donc ça fonctionnera de la même façon que pour les exemples qu'on a vus précédemment. Et donc ensuite, ces résultats connaîtront donc deux traitements, un social donc avec les prélèvements sociaux et un fiscal selon votre TMI. Donc jusqu'à là, pas de changement. Là où il peut y avoir une différence, et une différence notable, c'est lorsque vos recettes issues donc de la location courte durée dépassent la somme de 23 000 euros annuels. Pourquoi ? Eh bien parce que dans ce cas, les revenus de cette activité, en fait, même si c'est une activité qui est non salariée, eh bien, présenteraient alors un caractère professionnel. Par conséquent, vous devriez enregistrer cette activité et vous affilier pour acquitter des cotisations sociales. Donc je répète, la seule condition, c'est que vos recettes annuelles, vos recettes et non pas vos bénéfices, dépassent la somme de 23 000 euros. Peu importe si vous gagnez davantage via vos revenus personnels à côté, la seule condition, c'est qu'ils dépassent 23 000 euros annuels. Même si vous êtes toujours au statut LMNP, j'insiste, la seule condition à remplir pour payer ces cotisations sociales, eh bien, c'est de dépasser donc la somme de 23 000 euros annuels en recettes. Alors vous avez sous les yeux donc un tableau qui résume un petit peu les conditions des différents régimes pour donc payer vos cotisations sociales. Certains vont prendre en compte vos recettes pour calculer le montant de vos cotisations sociales et d'autres les bénéfices. Donc on va voir un peu plus tard comment justement calculer ces cotisations. Mais avant ça, on va s'intéresser à l'une des particularités de la location courte durée, qui est la location en meublé de tourisme classé. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qu'est un meublé de tourisme classé, j'en parle dans ma formation donc gratuite sur la location courte durée. Simplement revenir sur la dimension fiscale de ce type d'exploitation. Vous avez en meublé de tourisme classé un abattement fiscal de 71% de vos recettes locatives, donc au régime micro-BIC. Vous pourrez également bénéficier d'une minoration de la taxe de séjour. Ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Sachez qu'il est bien évidemment toutefois possible d'opter pour le régime réel de déclaration si toutefois c'est plus intéressant que l'abattement de 71%. Alors de la même façon qu'une location de courte durée classique, en meublé de tourisme classé, si vos recettes dépassent les 23 000 euros à l'année, eh bien en tant qu'exploitant, vous serez également redevable des cotisations sociales. Comme vous pouvez le voir sur ce tableau, donc c'est semblable à la location courte durée classique. Simplement, c'est les plafonds qui changent en location de meublé de tourisme classé. Alors maintenant, on va s'intéresser à la manière dont on va
calculer ces cotisations sociales selon le type de régime auquel vous allez vous affilier. Si vous vous affiliez en tant que micro-entrepreneur, alors vos charges sociales, elles sont calculées en pourcentage de vos recettes locatives. Et donc vous paierez en charges sociales 22,7% donc de vos recettes locatives si vous êtes en location courte durée classique. Si maintenant vous exploitez un meublé de tourisme classé, là en revanche le taux est beaucoup plus bas puisqu'il est de 6% de vos recettes locatives. Alors, j'insiste sur un point, le montant de vos charges sociales, il est calculé avec un taux qui est appliqué sur vos recettes. Ça veut dire que même si vous avez réussi à créer un déficit via une déclaration au régime réel, vous serez tout de même dans l'obligation de payer un montant de charges sociales corrélé à vos recettes. Deuxième option, vous pouvez décider de vous affilier au régime général. La seule condition, c'est que vos recettes ne dépassent pas 82 800 € par an. Alors pour calculer le montant de vos cotisations sociales au régime général, vos recettes vont être soumises au forfait social de prélèvements sociaux de 17,2% après un abattement de 87% pour les meublés de tourisme et de 60% pour les autres locations. Autrement dit, vous ne paierez de cotisations sociales que sur 13% de vos recettes si vous êtes en meublé de tourisme classé, ou bien sur 40% de vos recettes si vous êtes en location courte durée classique. Enfin, la troisième option pour vous affilier aux cotisations sociales, c'est de vous affilier au SSI, donc c'est la sécurité sociale des indépendants et ça concerne les travailleurs indépendants. Alors là, en revanche, c'est un forfait qui va être appliqué, alors un forfait minimal, qui va dépendre du montant de vos bénéfices. Donc là, on n'est pas sur les recettes comme les deux autres régimes d'affiliation, mais sur vos bénéfices. Donc l'avantage, c'est que si vous arrivez à créer du déficit, vous ne paierez qu'une franchise, qu'un forfait minimal qui est environ de 1 500 € par an donc pour vos cotisations SSI. Alors évidemment, les cotisations sociales, ça impacte votre résultat, votre cash flow. Néanmoins, il faut essayer de voir le bon côté des choses. C'est qu'en cotisant au SSI par exemple, vous allez cotiser pour votre retraite, pour votre assurance maladie, etc. Maintenant, il existe également des cas d'exonération. En effet, tous les loueurs saisonniers dont les recettes excèdent 23 000 € par an ne sont pas tous concernés par le paiement de cotisations sociales. Sont notamment exclus les loueurs meublés donc non professionnels qui font appel à une agence professionnelle avec un mandat de gestion pour s'occuper de leurs biens. On considère en fait que le travail de gestion étant déjà soumis à des cotisations sociales, il n'y a donc pas de double appel de cotisation. Alors attention, les plateformes numériques type Airbnb ou Booking ne sont pas considérées comme des agences professionnelles. Donc si en tant que particulier vous utilisez ces plateformes et que vous dépassez 23 000 €, vous serez redevable de cotisations sociales. Alors il existe des cas d'exonération d'impôts des locations meublées. Alors notamment pour les personnes qui louent une partie de leur habitation principale. Il existe des situations dans lesquelles elles vont pouvoir être exonérées d'impôts. Je parle ici bien évidemment d'impôts sur les revenus et les recettes tirées de la location. Donc la première situation, c'est que si vous louez donc une partie de votre résidence principale et que les recettes qui en sont tirées ne dépassent pas 760 € TTC par an, vous serez exonéré de l'impôt sur le revenu donc concernant ces locations. Si en revanche vous dépassez cette somme, ce plafond de 760 €, vous serez imposable sur la totalité des recettes retirées de cette location. Alors, deuxième situation, c'est la situation où les pièces que vous louez constituent la résidence principale du locataire. Donc on est toujours dans le cas où vous louez une partie de votre résidence principale, mais cette partie va constituer pour le locataire également sa résidence principale. Alors ça peut constituer la résidence temporaire de vos locataires si par exemple ce locataire est un salarié saisonnier. Enfin, sachez que pour bénéficier de cette exonération, le prix de location devra demeurer fixé dans des limites raisonnables. Voilà, vous trouverez plus de détails dans le PDF.
Voilà, maintenant je vais vous parler des différentes taxes qui existent lorsque vous exploitez un logement en location courte durée. Alors, je vais vous parler de la TVA, donc c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Alors, pour être assujetti à la TVA, eh bien, il convient de fournir à vos locataires au moins 3 des prestations suivantes. Alors, le service de petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison ou enfin comme prestation, donc la réception, même si elle n'est pas personnalisée, de la clientèle. Si vous fournissez au moins 3 des prestations qui sont citées, eh bien, vous serez assujetti à la TVA. Et donc, si vous souhaitez récupérer la TVA sur votre activité de location, eh bien, vous devez être imposable en tant que para-hôtelier. Et en tant que para-hôtelier, eh bien, vous pourrez vous constituer des déficits déductibles qui seront déductibles du revenu global. Il faut savoir en fait que c'est la nature para-hôtelière des prestations que vous fournissez qui va caractériser l'activité fiscalement et non la simple mise en location d'un bien meublé. Autre taxe que vous allez probablement devoir payer en étant loueur donc en courte durée, c'est la taxe de séjour. Donc c'est une taxe qui est collectée par certaines communes, donc qui est prélevée aux loueurs LCD. Troisième taxe, donc c'est la CFE, donc c'est la cotisation foncière des entreprises. Comme pour une location meublée classique, eh bien vous en serez redevable. Parlons maintenant de la taxe d'habitation. Donc, vous le savez probablement, c'est une taxe qui est due par l'occupant au 1er janvier. Évidemment, cette taxe ne va pas être demandée au client qui sera dans votre logement le 1er janvier, évidemment. Donc en fait, cette taxe, elle est due, sauf évidemment dans les cas où l'occupation de votre bien présente un caractère temporaire ou limité. Ce ne sera pas non plus vous-même, propriétaire bailleur, qui allez payer la taxe d'habitation. Pourquoi ? Eh bien parce que vous êtes déjà redevable de la CFE, la cotisation foncière des entreprises. En revanche, vous serez imposable à la taxe d'habitation si vos locations meublées font partie de votre habitation personnelle. Enfin, la taxe foncière, eh bien, vous en serez redevable puisqu'elle est due tous les ans par le propriétaire du bien. Voilà, ce volume 2 donc, est sur le point de s'achever. Si certains d'entre vous veulent aller plus loin, notamment sur la façon dont vous allez devoir déclarer vos revenus locatifs issus de vos locations meublées, que ce soit au régime micro-BIC ou au régime réel via la liasse fiscale, eh bien, j'ai mis à disposition une douzaine de pages dans le livre PDF. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce volume 2 donc, qui était consacré à la location meublée et aux revenus bénéfices industriels et commerciaux et donc aux différents régimes de déclaration et surtout leurs conséquences. On a également pu étudier les différents statuts LMNP et LMP ainsi que les spécificités liées à la location courte durée. On se retrouve rapidement pour le volume 3 qui sera consacré à la taxation des plus-values. À très bientôt.